Apprenti chimiste, bonjour! Dans cette série de 3 vidéos, nous allons étudier l'étape clé d'un grand nombre de mécanismes réactionnels en chimie organique, la réaction entre un nucléophile et un électrophile. Alors si vous ne l'avez pas encore fait, je vous conseille de regarder d'abord la vidéo sur les nucléophiles, et si c'est fait, c'est parti pour la suite, les électrophiles. Alors considérons le bromométhane. Alors, dans le bromométhane, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une liaison carbone-brome, et l'atome de brome, il est plus électronégatif que l'atome de carbone. Alors, il y a aussi une petite différence d'électronégativité entre le carbone et l'hydrogène, mais elle est négligeable et on ne va jamais la considérer. Par contre, entre le carbone et le brome, c'est assez intéressant, puisque ça va nous conduire à écrire que le brome, il est delta moins, et le carbone est delta plus. Autrement dit, ça veut dire que les deux électrons qui sont là entre le carbone et le brome, ils sont plus proches du brome que du carbone. Et donc le carbone, il a un petit déficit d'électrons par rapport à ce qu'il voudrait avoir. Donc, on va dire qu'il est électrophile. Ce qui signifie que si on met un nucléophile dans le milieu, donc on a vu les nucléophiles dans la première vidéo, on a vu qu'il y avait toujours une flèche qui partait du nucléophile et qui arrivait, alors elle arrivait comme ça au début de la première vidéo, donc là ça veut dire qu'elle va arriver ici, sur ce site électrophile. Donc le site nucléophile c'était un doublet, là on partait toujours d'un doublet, le site électrophile c'est un atome. Alors si on fait simplement cette flèche-là, ça va conduire à créer une liaison entre le nucléophile et l'atome de carbone, et donc l'atome de carbone ne respecterait plus la règle de l'octet. Donc c'est pour ça qu'il y a nécessairement une flèche annexe, qui est ici la rupture de la liaison carbone-brome. Alors on rompt la liaison carbone-brome parce qu'elle est plus polarisée que la liaison carbone-hydrogène. C'est elle qui a provoqué la réactivité, donc c'est elle qui est rompue. Donc là on a donné l'essentiel pour l'électrophilie. Alors ce qui est intéressant maintenant, c'est de voir quelques exemples d'électrophiles. Alors, on pourrait avoir une première idée qui serait de considérer le méthanol. Alors, je décide de représenter le méthanol. Et on pourrait se dire, pour le méthanol, il y a une liaison carbone-oxygène. L'atome d'oxygène est plus électronégatif. Donc, le carbone, il est delta plus également. Et je peux faire une réaction avec le carbone comme électrophile et rompre la liaison carbone-oxygène. Alors, c'est vrai, mais ça conduirait à former l'ion HO-, et HO-, c'est pas ce qu'on appelle un bon groupe partant, c'est pas un bon nucléofuge. Autant avec le bromométhane, Br- veut bien partir, autant HO-, lui, il part pas bien expérimentalement. Donc les alcools, en fait, ils vont pas être des bons électrophiles. Pour les rendre électrophiles, ce qu'on fait, c'est qu'on les protonne, par exemple. Donc ça, c'est si je place un alcool en milieu acide. Et donc là, cette fois-ci, je peux faire partir une molécule d'eau. Et ça, c'est plus intéressant. Donc à ce moment-là, je vais avoir la flèche qui va arriver du nucléophile sur l'atome de carbone. Et la flèche annexe que j'ai évoquée précédemment, ça va être celle-ci. Je vais rompre la liaison carbone-oxygène. Et cette fois-ci, comme c'est une molécule d'eau qui part, c'est un bon groupe partant, donc cette réaction se fait bien. L'autre possibilité pour les alcools, c'est de les transformer en tosylates ou mésylates, des composés soufrés, qui sont représentés, alors souvent, juste par un groupe qui est, c'est noté soit MS pour mésylate, soit TS pour tosylate. Le principe est le même, c'est de faire une petite modification de structure pour essayer d'avoir un bon groupe partant. Donc MS au moins, c'est l'ion mésylate, lui il a un bon groupe partant, peu importe sa structure. Mais en tout cas, ça permet de faire des substitutions nucléophiles également. Donc d'avoir un nucléophile qui arrive sur cet atome de carbone, créer une liaison entre le nucléophile et le carbone, et rompre la liaison carbone-oxygène. Alors un autre ensemble d'électrophiles, ce sont les composés qui possèdent une double liaison carbone-oxygène. Alors ici, je représente l'éthanal. Dans l'éthanal, j'ai une liaison double carbone-oxygène. Le carbone est delta+, l'oxygène est delta-. Donc ici, j'ai un site électrophile. Et ce qui va se produire quand un nucléophile va arriver, c'est qu'on va créer une liaison entre le nucléophile et l'atome de carbone. Si je faisais simplement ça, l'atome de carbone ne respecterait pas la règle de l'octet, donc j'ai forcément une flèche annexe qui consiste à rompre une liaison, et donc la plus faible liaison à rompre ici, c'est celle entre
l'atome de carbone et l'atome d'oxygène, le deuxième doublet de la double liaison. Donc là, ce sera la base des mécanismes qu'on appelle addition nucléophile. Alors c'est le même principe, si là, à la place de l'atome d'hydrogène, j'ai un atome de carbone. Par contre, la réactivité est un peu plus faible, et donc parfois, on est obligé de protoner les cétones, ce qu'on appelle une activation électrophile. C'est le même principe, c'est toujours un carbone ici, delta+, donc qui a envie d'avoir des électrons. Et le fait de protoner, ça renforce ce caractère déficitaire en électrons, parce qu'on peut écrire une forme mésomère comme ça, où là on voit clairement le déficit électronique sur l'atome de carbone. Alors, une autre petite modification de structure qu'on peut effectuer, c'est de mettre un hétéroatome, par exemple ici, dans le cas d'un ester. Alors si j'ai un ester, ben on va avoir le même principe, la flèche du nucléophile va arriver sur cet atome de carbone, qui est toujours déficitaire parce qu'il est delta+, à cause de cet atome d'oxygène-là, et de celui-ci. Et pour respecter la règle de l'octet, je vais devoir rompre cette liaison-là. Donc je vais avoir également un mécanisme d'addition nucléophile. Alors dans le cas des esters, en plus, ce qu'on peut voir, c'est que l'étape suivante, c'est une étape d'élimination nécessairement. On a la même variante avec un atome de chlore ici, par exemple. Ça s'appelle un chlorure d'acyle, mais c'est la même réactivité. Et pour finir, il y a deux autres électrophiles qu'on peut rencontrer parfois. Les carbocations. Alors un carbocation, il peut venir par exemple de la rupture d'une liaison carbone-brome ici, dans le mécanisme type SN1, ou suite à l'hydratation d'un alcène par exemple. En tout cas, ces carbocations, ils sont déficitaires aussi sur l'atome de carbone, ce qui est très visible avec la lacune, qui, je vous le rappelle, signifie qu'il manque 2 électrons pour respecter la règle de l'octet, donc je vais avoir une flèche qui va arriver comme ça. Et cette fois-ci, je n'ai pas besoin de rompre d'autres liaisons, donc j'ai pas de petite flèche annexe noire, parce que l'atome de carbone respectera la règle de l'octet. Et le dernier électrophile dont je voulais vous parler, c'était la famille des époxydes, où là, j'ai à nouveau des atomes de carbone là ou là, qui sont déficitaires, parce qu'ici j'ai des carbones delta+, parce que j'ai l'atome d'oxygène qui est plus électronégatif. Donc je peux avoir comme réactivité une flèche ici qui arrive du nucléophile vers ce site qui est électrophile, et pour respecter la règle de l'octet, à nouveau je romps la liaison, ici, carbone-oxygène. Alors dans le cas des époxydes, ce départ-là au moins se fait, parce qu'en fait, les époxydes ne sont pas très stables à cause de ce cycle à 3 atomes très tendus. Voilà, vous avez eu un aperçu de la réactivité électrophile. Donc dans la prochaine vidéo, on va mettre ça ensemble avec la réactivité des nucléophiles.